Bonsoir Alphonse Moïsoudé. Bonsoir à vous, Vigilant Wassé, bonsoir à tous. Bonsoir Saturnin Gelso. Bonsoir Vigilant Wassé, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Dodi Amouzovi. Monsieur Vigile, les chers amis ici présents sur le plateau, bonsoir, bonsoir aux amis auditeurs. Vous étiez connu Hippolyte Amouzovi, enfin Hippolyte Dodi Amouzovi. Depuis un certain temps, Hippolyte s'est effacé. Oui, l'oiseau ne grandit que dans son plumage. J'ai dû abandonner Hippolyte pour cette première raison et je me suis rendu compte que le mot Hippolyte pendant longtemps a été le nom avec lequel ceux qui pensent être mes adversaires, mes vis-à-vis, mes mauvais protagonistes vont remettre ça au Bokonon, vont remettre ça aux gens. Puis je leur ai laissé le nom Hippolyte et je me suis occupé du nom Dodi pour mieux me porter dans ma peau. Dodi ne vous emporte pas en enfer, vous pensez? Non, Dodi m'emporte au paradis, puisque avec les actes que je pose en tant que Dodi, je suis au paradis et sur terre et après ma mort. On revient dans le débat, enfin le sujet qui vous a amené ici ce soir. Vous avez attendu hier, n'est-ce pas, 103 établissements privés d'enseignement supérieur à fermer si les recours de certains n'aboutissaient pas. C'est tout de même énorme comme un chiffre de Diamouzovi. Pourquoi une réforme qui doit aboutir à, disons, un schéma, un état des lieux du genre? Je voudrais vous remercier. Avant que je ne réponde à la question, je vais présenter mes excuses les plus sincères et les plus profondes à vous-même et à tous les amis auditeurs qui nous suivent et dire que mon absence hier sur ce plateau n'était pas sur un simple coup de tête ou sur une envie de me foutre des gens, mais c'était vraiment indépendant de ma volonté. J'y suis aujourd'hui, j'espère que je suis pardonné par mes chers amis auditeurs. Merci pour cela. Je voudrais bien répondre directement à la question, mais je ne sais pas si vous me permettez de dire un peu par quelle méthodologie on est parvenu à ce résultat. Qui a fait ce résultat? Ce résultat n'est pas fait par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il n'est pas fait par la Direction générale de l'Enseignement supérieur. Ce résultat, c'est le fruit du travail du Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur, qui est une méga structure de plus de 18 institutions, parmi lesquelles plus de 6 ministères. Toutes les institutions, les chambres de métiers, chambres d'agriculture, CCIB, la fédération des parents d'étudiants, les syndicats et même les représentants des universités privées du Bénin. C'est donc le fruit de cette structure-là. Et tout a commencé pour ces résultats depuis novembre 2018. Depuis novembre 2018, où nous avons fait plusieurs séances d'explication et nous en sommes à la deuxième édition. Depuis novembre 2018, nous avons mis en place plusieurs comités, plusieurs commissions. Il y en a qui sont créés par décret, il y en a qui ont été créés par note de service au niveau du ministère. Je voudrais dire que c'est le travail de 306 personnalités venues de tous les horizons, des universités privées, des universités publiques, des chambres de métiers, des experts du monde professionnel, qui ont été inspectés les établissements privés d'enseignement supérieur, qui ont travaillé dans les commissions pour dépouiller les dossiers, pour les analyser, pour les traiter et pour proposer des délibérations avant que la commission ne se réunisse pour délibérer et qui présente enfin au conseil consultatif. Et tout ce travail se fait dans l'anonymat le plus strict. Mais les décideurs, donc, les membres de la commission, les membres du Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur, lorsqu'ils vont délibérer, ils délibèrent dans le strict anonymat. Ils ne savent pas qui est derrière tel code, qui est derrière tel code. C'est un peu de cette manière où la méthodologie qui a commencé en novembre 2018 a traversé par moins de 18 étapes avant que nous n'en sommes à ces résultats. Vous me dites si la note n'est pas trop salée. Je voudrais tout de suite rassurer tous ceux qui nous écoutent et rassurer le peuple béninois. Dans quel contexte est-ce que nous sommes aujourd'hui? Nous sommes dans un contexte, je ne trouve pas d'autres mots, mais de rupture. Rupture avec un certain nombre de choses. Nous sommes dans un contexte où le mot d'ordre est que nous sommes dans un état de droit. Donc les tests existent. Et si les tests existent, les tests doivent être appliqués. Pendant longtemps, nous avions eu quelques écarts avec les tests. Mais depuis 2016, nous avions accompagné les établissements privés d'enseignement supérieur et nous avions eu la première édition. Le coût social de l'application des tests en 2016 ou en 2016, c'était que tous les établissements privés devraient être fermés.
parce qu'aucun n'était en norme vis-à-vis des tests, en phase vis-à-vis des tests. Le gouvernement très responsable a dit, je ne fais pas ça. Si je le fais, toute cette masse d'étudiants irait où? Au lieu de cela, toutes les modalités qui existaient ont montré leur faiblesse. Je mets en place les examens nationaux pour 3 ans. Le temps que les premiers établissements rentrent dans l'ordre, soit en face avec les tests, soit homologués. Dès qu'ils sont homologués, ils ne sont plus assujettis aux examens nationaux. Ça a été donc la solution qui a été trouvée pour permettre aux acteurs et aux structures d'être en règle vis-à-vis des tests. Donc, c'est une question de tests d'abord. Les tests, s'ils sont respectés, il n'y a aucun problème. Mais s'ils ne sont pas respectés, tous les problèmes existent. Nous sommes partis donc de ce contexte. Nous avions eu la première édition des agréments. La deuxième édition est celle-ci. Mais il faut savoir que quand nous parlons de 103 établissements privés d'enseignement supérieur, ce n'est pas 103 établissements supérieurs actifs. Je voudrais insister ici pour dire qu'il y a plus d'une cinquantaine qui n'existent plus. Et pourquoi vous les comptez? Nous les comptons parce qu'à un moment donné, ils ont été autorisés. Tant qu'ils sont autorisés, qu'on n'abroge pas l'arrêté qui les autorise, un beau matin, ils peuvent se lever et dire « j'existe ». Il est arrivé que des gens ont vendu leur arrêté à d'autres personnes qui se sont mis à travailler simplement. Donc un acte réglementaire les a créés, il faut un acte réglementaire pour les retirer du circuit. Je ne veux nommer personne, mais à un moment donné, nous avions entendu les heures de gloire de Master School. Mais depuis longtemps, cet établissement ne fonctionne plus. Mais il a été créé par un acte. Il faut bien qu'on abroge cet acte-là. Mieux, la loi dispose, ou les tests disposent, que lorsqu'on vous crée, lorsque vous êtes ouvert, et que si pendant 2 ans consécutifs, vous ne fonctionnez pas, on vous retire l'ouverture. C'est aussi les tests. Et quand vous fonctionnez, vous êtes en phase, vous êtes en contact permanent avec le ministère qui fait des inspections, qui regarde si les engagements que vous avez pris sont respectés au fur et à mesure. Sinon, ces inspections, les résultats vous sont retournés, où on vous accompagne en disant, sur tel aspect pédagogique, sur tel aspect administratif, sur tel aspect financier, il y a tel problème, et vous rectifiez le tir au fur et à mesure. C'est le travail quotidien que nous faisons pour savoir que tel existe. Et à la fin, nous avons le rapport d'activité. Nous savons combien de personnes, combien d'étudiants sont inscrits, combien sont passés en année supérieure, combien échoué, quelle nationalité, etc., etc., etc. Mais si pendant 2 ans, nous n'avons rien, si nous allons là où nous sommes allés faire l'inspection pour ouvrir l'établissement qui n'existe plus, si nous appelons qui ne répond plus au téléphone, si nous faisons toutes les fouilles, certains de très bonne foi, très honnêtement, nous écrivent en disant « nous fermons nos portes, nous n'existons plus ». Et la fermeture d'un établissement privé d'enseignement supérieur est régie par les tests qui régissent les établissements privés d'enseignement supérieur. Ça, c'est le premier cas. Il y a donc une cinquantaine qui réellement n'ont plus un seul étudiant. Il y a une dizaine d'établissements qui ont eu l'autorisation de création. Lorsque vous lisez les tests, quand on vous autorise à créer, vous avez 3 ans pour vous permettre de mettre en place les infrastructures, les équipements et le personnel enseignant et administratif afin d'ouvrir, afin de demander l'autorisation d'ouverture, donc pour recruter le premier étudiant. Et les tests disposent que si vous avez cette création, qu'au bout de 3 ans, vous ne venez pas solliciter l'ouverture, elle devient caduque. Dans ce lot, il y a une dizaine d'établissements privés qui n'ont pas pu finir de construire ou bien qui n'ont pas démarré la construction. Certains, dans ce régime-là, ne devraient pas recruter, ils ont recruté. Donc, on a fait ce point-là aussi, ils n'ont personne, donc ils viennent s'ajouter à la cinquantaine. Le reste, l'un des critères qui ont... Le reste, c'est-à-dire la grande masse? Non, de 103, si j'enlève cinquantaine d'un côté et quinzaine de l'autre, je ne suis plus dans la grande masse, je suis déjà en dessous de la moitié. Parmi eux, il faut savoir que l'un des critères, et pas un seul, aucun établissement privé d'enseignement supérieur n'est dans le couloir de la fermeture aujourd'hui, simplement pour un seul motif, une seule raison. C'est une panoplie de raisons qui a entraîné la fermeture. Vous allez revenir sur les critères. Je revenais sur les critères. Mais le troisième, pour dire qu'il n'y a pas péril en la demeure, au nombre des critères qui comptent pour la plupart ou pour beaucoup, c'est l'absence d'effectifs.
Ils n'ont pas les effectifs qu'il faut pour rendre viable la filière. Vous avez toute une filière de licence qui présente 3 étudiants, 4 étudiants, moins de 20 étudiants, de vous à moi. Dans un système où c'est les frais de formation qui font fonctionner la maison, qui font payer les personnels, qui font payer l'enseignant, qui font payer les charges fixes, où est-ce qu'on trouverait les sous si on n'a pas un minimum requis? Et pourquoi la rentabilité de ces établissements devrait vous préoccuper, vous? La rentabilité de ces établissements devrait nous préoccuper pour la simple et bonne raison que les diverses inspections inopinées ou programmées que nous avions mises en place ont montré que lorsque la rentabilité, le seuil de rentabilité n'est pas atteint, 1, c'est des histoires de blanchiment qui passent par là. 2, les étudiants sont formés au rabais. 3, on va aller chercher des gens qu'on peut payer moins, donc des gens qui n'ont pas qualité à enseigner. On va les chercher, au lieu de prendre un professionnel qui a 5 ans ou 10 ans, au lieu de prendre un universitaire, on va prendre un mémorant, on va prendre un licenciant pour venir enseigner un master, pour venir enseigner. Tout ça pour pouvoir... Quels sont les autres critères qui vous ont conduit à effacer ces établissements, vouloir effacer ces universités de la carte? Il y a au moins 18 critères. Je ne sais pas si nous avons le temps de parcourir les critères essentiels. tous les 18. Lorsque un établissement n'est pas autorisé et qu'il vient demander l'agrément, il faut savoir que nous sommes en régime d'agrément. Il y a 3 régimes de fonctionnement au niveau des établissements privés. Il y a le régime d'ouverture. Lorsque vous avez le régime d'ouverture, les tests disposent que vous avez 2 ans renouvelables une fois pour passer au régime d'agrément. Le régime d'agrément devient donc un régime beaucoup plus important. Et après le régime d'agrément, il y a le régime d'homologation. Quand vous êtes au régime d'homologation, je me plais à dire, vous êtes les homologues des universités publiques. Vous signez au nom de l'État vos propres diplômes, vos propres attestations. Il faut dire qu'avant 2016, aucun établissement privé n'est parvenu au régime d'agrément. Donc, tous ceux qui avaient 4 ans d'existence devraient purement et simplement, au regard des tests, être fermés. Et aujourd'hui, il y a combien d'universités homologuées? Aucun. Nous n'avons aucun établissement privé, aucune université homologuée. Le processus d'homologation a commencé là. Nous avions une séance de travail avant-hier avec tous les établissements agréés pour encadrer, parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons ensemble, pour encadrer ce régime, pour nous entendre sur l'application des tests. Les autres critères, rapidement. Donc, dans ce régime d'ouverture, qui est essentiellement précaire, vous ne séjournez pas ad vitam dedans. Vous faites 4 ans, si vous ne travaillez pas pour passer, on vous retire, on vous ferme. Il y a beaucoup qui ont été fermés parce qu'en 4 ans, ils n'ont pas passé le grade, ils n'ont pas passé le niveau d'agrément. Le deuxième critère, c'est que si vous n'êtes pas autorisé, si la filière n'est pas autorisée, autorisé par qui? Par l'État ou... Autorisé par le ministère, autorisé par l'État. C'est l'État qui autorise. Si vous n'êtes pas autorisé, vous ne pouvez pas vous installer. Vous êtes en parfaite illégalité sans autorisation. Que vous venez pour demander l'agrément, on ne vous le donne pas. Si vous n'êtes pas autorisé, donc, que les en fait, il y a des enseignements qui sont proscrits au Bénin, c'est ça? L'autorisation? Des enseignements qui sont proscrits au Bénin? Non, pas des enseignements. Il y a des promoteurs d'établissements qui s'installent sans aucune autorisation. Ces gens-là, lorsqu'on les découvre, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de discussion, on les ferme. Donc, s'il y en a qui n'ont pas reçu cette autorisation, soit pour la filière ou soit pour l'établissement, et qui viennent demander l'agrément, il est clair que ce dossier est irrecevable. Lorsque la liste des pièces à fournir n'est pas complète, le dossier n'est pas complet et vous ne pouvez pas avoir l'agrément. Lorsque l'inspection est défavorable, et l'inspection elle est faite par qui? L'inspection elle est faite par les collègues des universités publiques, les collègues des universités privées, les experts de tous bords qui vont sur la base d'une grille préalablement élaborée, connue des établissements privés d'enseignement supérieur, inspecter dans les moindres coins tous les aspects de la vie et du fonctionnement de l'établissement. Lorsqu'on en arrive et que les recommandations sont défavorables, on ne peut pas vous accorder. Lorsque l'enquête de moralité est défavorable pour le promoteur, lorsque l'établissement a été condamné une fois par la justice pour faits de corruption ou d'infraction connexes, lorsque vous ne disposez pas d'infrastructures en propre, sécurisées et normées, on ne vous accorde pas l'agrément. Lorsque vous n'avez pas de bibliothèque,
Vous imaginez que dans ce pays, il y a des établissements privés d'enseignement supérieur qui se font surprendre. Je dis, le mot n'est pas trop fort. En pleine inspection, on constate qu'ils forment pour la licence, ils forment pour le master, ils n'ont pas de bibliothèque. Ils disent c'est en cours, ils disent non, il y a la bibliothèque virtuelle, mais nous savons tous la réalité dans nos pays, la réalité de la bande passante, la connexion, comment est-ce qu'on peut, rien qu'avec la bibliothèque virtuelle formée, ce n'est pas possible. Même en France, même en Allemagne, même dans les grands pays où on a travaillé, en plus de la capacité de télécharger les ouvrages, ils ont tous des bibliothèques. Mais si vous n'avez pas une bibliothèque dans le contexte béninois, le conseil consultatif a estimé que vous ne pouvez pas être agréé. Ce sont là, si vous avez une insuffisance qualitative ou quantitative du personnel enseignant, je vous donne un exemple. Nous sommes tombés sur un dossier d'un établissement qui dit formé pour 5 licences et pour 4 masters, donc pour 9 filières. En tout et pour tout, il dit, moi je fais ça avec 9 enseignants, dont un professeur de rang magistral, 3 docteurs et 5 doctorants ou masterisants pour former ça. Honnêtement, il y a une insuffisance qualitative. Lorsque vous tombez, puisque parmi les pièces, on a demandé la liste des enseignants ainsi que les matières qu'ils assurent. Un enseignant peut assurer plusieurs matières. Mais lorsque le promoteur envoie son dossier, et sur 40, sur 60 matières qui couvrent le cycle, il vous dit, c'est avec 11 matières que je forme en licence. Vous dites quoi? Qu'il vous présente la liste de 11 enseignants pour ces 11 matières et le reste des matières. Comment il fait pour former? Mais c'est lui qui a dit, puisqu'on lui a demandé. Lorsqu'on vous dit, les enseignants non universitaires, les tests disent, puisque c'est des formations professionnelles, vous devez avoir un minimum de 50 à 60% de professionnels, pas d'universitaires. Puisque nous savons tous, les universitaires, c'est les diplômes, c'est ceci, c'est cela. Mais les professionnels, c'est et les diplômes et le métier. Les tests disent, vous avez un minimum de 50% à aligner parmi les enseignants, le personnel enseignant. Et on a dit, à côté des diplômes et des titres obtenus au CAMES pour les universitaires, vous donnez la preuve que cet enseignant qui est professionnel, la preuve de son ancienneté. Donc, l'expérience professionnelle pour qu'on sache s'il est un expert comptable, s'il est un géomètre, s'il est un informaticien, même sans le doctorat, avec le master. La preuve de sa profession, de son expérience. La preuve de sa profession dans son domaine, dans son métier. J'ai eu dire que on a exigé 75%. Je voudrais expliquer cela. Les tests exigent que tout individu qui doit enseigner dans un établissement privé d'enseignement supérieur obtienne une autorisation d'enseigner. Et lorsqu'il est enseignant dans une université publique, il doit renouveler ça chaque année après avis de son recteur. Donc c'est plus corsé pour les collègues qui sont à l'université, dans les universités publiques. À la première édition, en raison de toutes les difficultés, le conseil consultatif a dit, si un promoteur parvient à avoir déjà 50% d'autorisation d'enseigner pour ses enseignants, nous allons l'accepter, nous allons l'accompagner, espérant que dans sa première année d'agrément, il améliore le score. Vous allez continuer les autres explications pour que la parole tourne sur ce plateau. Je vais aller aux autres collègues. Alphonse Touré, vous étiez ici sur ce plateau pour ce même sujet hier. Voilà donc l'état de lieu qui a conduit à la fermeture de 103 établissements privés d'enseignement supérieur. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je voudrais d'abord savoir si, sur les 103, parce qu'il y a des universités qui ont officié l'année dernière et qui ont été fermées pour cette rentrée. Moi, je voudrais qu'on nous donne le nom exact, parce que ceux qui avaient l'autorisation, qui ont fermé de façon systématique par faute d'étudiants, ça, moi, je ne les considère pas. Mais je voudrais avoir le nom exact de ceux qui ont officié l'année dernière, 2018-2019, qui ne pourraient pas officier 2019-2020. Alors, je n'ai pas fait le point exact, mais si je prends les estimations, il y a 45 établissements privés d'enseignement supérieur
qui sont venus cette année demander l'agrément. Il y en a parmi eux des gens qui exerçaient ou sont venus l'année dernière pour demander l'agrément, qui sont revenus parce que dans certaines filières, ils n'ont pas tranché. Parmi eux, il y a 9 qui sont passés. Donc, des 9, il reste 36 ou 37 établissements privés d'enseignement supérieur. Parmi ces 37, il faut compter certains qui ne sont pas fermés parce que ils ont des filières qui n'ont pas encore les 4 ans dont je parlais tout à l'heure pour être fermés. Donc, ce qui reste, nous devons tourner autour d'une trentaine d'établissements avec la question que vous posez. Ce qui est quand même énorme quand on sait que les autres 50, c'est des établissements qui n'existaient pas. Donc, c'est le gros lot. Mais à côté de cette trentaine, il y a 47 établissements privés d'enseignement supérieur et universités privées qui aujourd'hui vont continuer par fonctionner, soit parce qu'ils ont l'agrément, soit parce qu'ils sont en mode ouverture, soit parce qu'ils viennent d'être autorisés à ouvrir leurs portes. Et leur masse d'étudiants alors? Qu'est-ce que vous en avez fait? Je viens de vous dire que parmi les établissements qui ont été fermés, l'un des critères, c'est qu'ils n'ont pas d'effectifs suffisants. S'ils n'ont pas d'effectifs suffisants, projeter la masse d'étudiants qui resteraient sous leurs bras. Il n'en demeure pas moins qu'il y a nécessairement. On a dit dans la Bible, lorsqu'une seule de mes brebis s'égare, je laisse tout le reste et je vais chercher la seule qui s'est égarée. Donc, tant qu'il y a un Béninois qui se retrouve dans une de ces écoles fermées, c'est une situation. Mais les 47 autres qui sont ouvertes, qui fonctionnent, ils n'ont jamais dit... Est-ce que vous avez une idée du chiffre d'étudiants aujourd'hui en l'air, enfin, qui ont fait ces établissements tout au moins l'année passée? Je n'ai pas idée exacte pour me prononcer sur ce plateau que je trouve extrêmement sérieux, mais je pourrais vous le balancer. Il suffit que je rentre sur la plateforme et que je fasse la déduction. Oui, ma seconde préoccupation, c'est qu'il y a des universités qui ont été fermées. Oui. Les étudiants, si ces étudiants-là doivent continuer Oui. dans les universités en griffe autorisées, Oui. quelles sont les modalités qu'on Il leur... n'y a aucune modalité. Déjà, au moment où ils ne sont pas fermés, les universités débauchent leurs étudiants de part et d'autre. Je peux commencer ma première année dans une université A ou dans une école A, et parce que à côté de moi, une école B a été autorisée à ouvrir, je quitte l'école A et je continue ma deuxième année dans l'école B qui est proche de moi. Mes parents peuvent avoir, comment vous dites, un transfert ou une affectation d'une localité à une autre. Je réunis mes preuves que j'ai fait la première année, la deuxième année. Je vais continuer ma troisième année dans ma nouvelle ville. Est-ce que vous ne simplifiez pas trop le problème au lieu de prendre en compte la réalité? Non, c'est vous plutôt, ou c'est ce que j'entends plutôt qui complique la réalité, puisque je vous dis ce qui se vit. On ne peut pas fixer un étudiant dans un établissement, il n'a pas le titre foncier de son diplôme là. Il peut quitter cet établissement à tout moment c'est un choix également. C'est un choix. C'est un choix parce que j'ai choisi d'aller dans un établissement A. Et s'il se trouve que l'établissement A est en difficulté ou n'est pas en phase avec la loi, on va dire, parce que cet individu, ce Béninois veut aller là-bas et que l'établissement n'est pas en règle, il faut le maintenir. Je pense que non. Nous ne sommes pas dans la République des individus. Nous sommes dans la République des tests. Nous sommes dans un état de droit. Et si un établissement respecte les droits, il n'y a aucune raison. J'ai entendu dire que ceux des établissements qui ont eu maille partie avec l'administration centrale ou l'État lors des examens nationaux ont tous échoué. Mais non, c'est très faux, c'est absolument faux. Vous prenez Isma, qui est le président du PPS, vous prenez Piguet, vous prenez ESM, vous prenez quoi d'autre? Ils sont nombreux. Nous sommes ici Soleil FM. Soleil FM, le propriétaire de Soleil FM dispose d'une école. Cette école a l'agrément. Si donc c'est des considérations personnelles de bas étage qui doivent gouverner le travail républicain de 306 personnes, s'il vous plaît, on n'en arriverait pas là. Donc, je voudrais que les Béninois qui nous écoutent, ce que Denon, dans son analyse, laisse de côté les questions subjectives. J'entends dire que le directeur que je suis, pauvre de moi, au-dessus de moi, la directeur général, au-dessus, il y a le ministre, au-dessus, il y a le gouvernement en entier, au-dessus, il y a le président de la République. Il suffit que le directeur décide de qui va passer, de qui va échouer, ça se passe comme ça. Dans quel pays un directeur technique peut maîtriser, je vous ai parlé de 306 personnes pour cette édition. D'autres éditions vont prendre plus que ça. Qu'on maîtrise jusqu'au bout.
et que dans ce travail-là, ça revienne à une seule personne, même pas à un seul ministère. Donc que nous nous en tenions aux faits. Et la chance cette année, c'est que nous avons publié intégralement ce qu'on reproche à chaque établissement privé. Et c'est sur tous les réseaux. Je peux vous balancer ça dans vos boîtes, on les a mis sur WhatsApp. Un établissement peut dire, on leur donnait un temps de réclamation. Ce motif, cette raison que vous avez évoquée, c'est faux. Ça ne me ressemble pas, ce n'est pas dans mon dossier, ça n'existe pas. Et là, il réclame et nous rentrons en discussion. S'il a raison, on le rétablit. Si c'est plutôt l'administration qui a raison, on constate. Ok. Moi, ma préoccupation, c'est que ces établissements n'ont pas évolué sans la complicité, disons les choses clairement, d'un certain nombre de cadres. Oui. Vous, les fermez, vous devez punir ceux qui ont fait preuve de complaisance. Oui. Et je crois savoir que vous étiez directeur avant 2016. Oui. Et vous êtes habilité à régler un certain nombre de problèmes. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous n'ayez pas réglé ces problèmes avant 2016? Je vais vous dire deux choses. Je suis arrivé en 2015, novembre 2014. La première année pour prendre l'étendue et la réalité de la situation. Si vous êtes autorisé et que l'autorisation est donnée, vous verrez toutes les fiches que j'ai faites à l'autorité. Nous étions dans un contexte. Le contexte a changé aujourd'hui. Il y a plein de fiches qui sont envoyées, qui ne sont pas retournées, qui n'ont pas eu d'avis favorable. Première chose. Deuxième chose, il y a beaucoup d'établissements qui ont été accompagnés en ce moment-là. Il y a beaucoup d'établissements qui ont été fermés en ce moment-là. Et puis je vous dis, c'est avec l'arrivée du nouveau pouvoir que nous sommes allés vers l'agrément. C'est pour la première fois. Maintenant, ce n'est pas parce que hier j'ai mal fait qu'aujourd'hui je me rends compte que c'est mal que je dois continuer par mal faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que le peuple béninois entier a dit au revoir au pouvoir Yahi, bienvenue au pouvoir Talon. Parce que nous estimons qu'il y a un certain nombre de corrections à faire. Et au nom de ces corrections, il faut que les établissements privés d'enseignement supérieur respectent les textes. Maintenant, et les acteurs, et le contexte, et la conjoncture, tout porte à ce que nous allions vers plus d'assainissement. Pourquoi n'irions-nous pas? Pourquoi allons regarder dans le rétroviseur pendant que nous avançons? Donc, l'argument qui consiste à dire, oui, les cadres étaient là, le Bénin est un indivisible et évolue. Il corrige ses erreurs au fur et à mesure qu'il évolue. Satine Yosso, réaction. J'aurais plus de questions que de commentaires parce que je ne suis pas promoteur d'établissement privé. Professeur Dodiamouzoui, Oui. puisque je dis que j'aurai une série de questions, vous parlez du contexte qui a changé, le contexte d'hier dans lequel vous étiez, qui ne vous permettait pas de faire cet assainissement, qui a changé aujourd'hui, celui d'aujourd'hui prête à l'assainissement dont vous parlez. Si un autre contexte s'installe demain avec vous, et dans ce contexte-là, on vous dit que ce qui est conduit aujourd'hui a été fait d'une manière, je ne vais pas dire trop rigoureuse. La rigueur, c'est ce qu'on souhaite. Et qu'on reproche à la manière de conduire les dossiers aujourd'hui une certaine politisation. Parce que n'oublions pas qu'au-dessus de vous tous, de tous les services, il y a le politique. Seriez-vous prêt à vous réadapter selon le contexte de demain? Non. Je ne me réadapterai pas selon le contexte. Je me réadapterai selon les tests. Si aujourd'hui les tests qui régissent les établissements privés changent, je change. Les tests de 2015-2016, de 2014-2015 ont-ils changé par rapport à ceux d'aujourd'hui? Les tests que nous appliquons sont ceux de 2008. Donc des tests qui existaient bien avant. Et c'est pour ça que je dis le contexte. Hier, l'accent n'était pas mis sur l'application rigoureuse et stricte des tests. Aujourd'hui, on dit tout ce que vous faites. Vous n'avez pas idée, chaque fois qu'une fiche arrive au niveau de l'autorité ou chaque fois qu'une décision doit être prise, tous ceux qui sont autour de la table, à commencer par le CTJ, le Conseil technique juridique, pour dire comment nous interprétons cet article par rapport à la situation qui est là. Donc, lorsque je parle de contexte, je parle de la décision de faire du Bénin un État véritablement de droit. Et tant que c'est cela, Dodiamouzoui, cadre technicien que je suis, je serai toujours là. Mais si un politicien vient, depuis que je suis là, je n'ai reçu aucune instruction qui aille contre ma conscience, qui mette le pas sur la politique. Si ça vient, je dis bye bye. Mais je n'oublie pas que je suis fonctionnaire, je suis dans une administration. Et j'enseigne l'administration à l'université. Nous savons ce que c'est que l'administration publique. Il est à la disposition du décideur pour le bien public. Et il y a les tests qui encadrent. Donc, tant que les tests n'ont pas changé, ils sont ce qu'ils sont.
et que les acteurs en haut disent « je ne veux que l'application des tests », pourquoi est-ce qu'on dirait on va changer? On ne changerait pas. J'allais dire que bon, les textes existaient depuis 2008. Le contexte était imposé aux textes alors, à l'époque. Aujourd'hui, les tests s'imposent au contexte. On dit, nous sommes dans un état de droit. Oui. On agit désormais selon les tests. Oui. Demain, le contexte peut revenir réagir sur les tests. Moi, je relativise en disant ça, en vous posant cette question. Vous êtes enseignant du supérieur vous-même. Oui. Est-ce que ces conditions qui sont exigées aux établissements supérieurs dans notre environnement actuel sont réalistes? Et elles sont réalistes pour la plupart. Celles qui ne sont pas réalistes, et j'insiste pour le dire, nous avons un mot entre nous, nous disons, nous humanisons les tests, nous comprenons les tests. Je vous donne un seul exemple. Il a été dit que pour ouvrir et pour avoir l'agrément, chaque promoteur devrait avoir en son sein 60% d'enseignants permanents, et dans toutes les filières. Il y a besoin de corriger les tests à ce niveau. Lorsque nous tombons sur cet aspect, nous disons, qu'est-ce qu'on fait réellement? Si on l'applique, tout le monde met la clé sous le paillasson. Et parce que c'est difficile à faire, nous nous entendons pour dire, ok, on fait ceci, mais pour tout le monde. Donc c'est le texte qui était irréaliste déjà. À ce niveau, nous sommes tous d'accord qu'il faut actualiser et corriger les tests. On est tous d'accord que dans les tests, il y a des dispositions qui sont irréalistes. Il y a des dispositions qui sont dépassées. Et si les dispositions sont dépassées, même s'ils sont irréalistes, pour reprendre votre mot, tant que ces tests, c'est les tests. Les juristes ont l'expression la plus belle pour le dire. C'est pas parce qu'ils sont réalistes qu'on ne va pas les appliquer. Nous tomberons dans un état de jungle. Ils sont les tests, ils sont là. Des gens ont réfléchi à un moment donné pour les mettre là. C'est ça qui devient notre Bible. C'est ça qui devient ce qui nous réunit. Si nous nous entendons aujourd'hui et que le processus reprend qu'on corrige ça, nous y tenons point barre. Est-ce que les promoteurs d'établissements privés vous ont parlé de leur réalité, de leur difficulté à satisfaire certaines exigences de ces tests? Ils n'ont pas à me parler de leurs difficultés. Bien sûr qu'ils m'en parlent, mais je vis ces difficultés au quotidien. Et on humanise cela. Je vous donne un exemple d'humanisation, de compréhension et d'accompagnement. Les tests disent, si vous n'avez pas vos infrastructures en propre, normées et sécurisées, vous ne serez même pas ouvert. Vous ne serez pas agréé. Mais lorsque la discussion est arrivée en commission et en conseil consultatif, nous nous sommes dit, il y a des établissements qui sont nés, qui sont créés, qui sont ouverts depuis 25 ans. Il y en a qui sont créés il y a 4 ans. Si nous appliquons ce test les yeux fermés à tout établissement, nous n'aurions pas été tout à fait équitables, même si nous aurions été juste vis-à-vis des tests. Nous avions alors dit, pour tous les établissements qui sont créés il y a moins de 5 ans, s'ils apportent la preuve d'un développement stratégique allant dans le sens de l'acquisition de ces infrastructures propres, c'est-à-dire une parcelle quelque part, un début de construction là, une signature avec une maison d'architecture pour pouvoir avancer, nous le prenons, nous ne lui appliquons pas les tests. Nous l'acceptons, mais nous encadrons cette acceptation en lui donnant 2 ans, le temps qu'il finisse. Si un promoteur n'a pas ces infrastructures, mais qu'il a déjà fait la fondation, qu'il a déjà investi de l'argent, qu'il est à plusieurs millions, plusieurs centaines de millions, nous n'allons pas le fermer pour autant. Et nous en avons repêché plusieurs dans ces conditions. À partir de ce moment, on pourra reprocher tout au conseil, tout à la commission, mais pas le fait de n'avoir pas tenu compte de la réalité. Parce qu'aujourd'hui, ils ont quelques années pour finir les constructions qu'ils ont commencées. Je parlais de réalité, de réalisme. Pourquoi, professeur Diamouzo? Oui, vous êtes dans nos universités publiques, j'y arrive, et vous vous rendez compte que même les universités publiques n'arrivent pas à satisfaire certaines exigences en la matière, en matière d'enseignement supérieur. Tout à fait. Pourtant, là-bas, c'est l'État qui est à l'œuvre. Oui. Et l'État n'arrive pas à remplir ses obligations, à remplir ses exigences. Tout à fait. Nous transplantons ça dans le privé. Oui. Ce que l'État n'a pas pu faire dans le public, le privé peut-il d'office, goulot d'étranglement là, avec tout ce qu'on est en train de dire exigence, peut-il le remplir en quelques années? Je le dis pourquoi? Parce que je vois là que vous parlez entre autres du nombre d'étudiants dans une année à l'université pour qu'on décrète la rentabilité de ça. Mais pour le privé, je prends ça comme étant une entreprise. Il y a ce qu'on peut appeler phase d'investissement et phase de rentabilité. Si j'ouvre aujourd'hui, je ne pourrais pas dire que dans tout ce que j'ai comme salle, je dois faire le plein. J'ai une politique. Si au bout de tel nombre d'années, je n'arrive toujours pas à faire les chiffres que je dois faire, là, je commence moi-même pas à me remettre en cause. Et je trouve alors qu'à cette étape-ci, partir du fait qu'il y a par exemple 3 étudiants
dans une université, dans une filière, on ferme cette filière. Pour moi, c'est trop tôt ce jugement-là qui a été mis. Autant de considérations qu'on devrait mettre côte à côte pour moi et relativiser ce qu'on est en train de faire. Je vous remercie. Aujourd'hui, vous faites un raisonnement, excusez-moi du peu, vous péchez par faute de connaissance ou par faute d'appréciation. Éclairez-moi. Très bien. Il y a des établissements qui sont arrivés, qui ont de petits effectifs, mais qui ont démontré par A plus B que leur plan stratégique de développement, ils feront le plein au bout de 6 ans, au bout de 8 ans, au bout de 10 ans. Première chose, on a pris ça en compte. Il y a des établissements qui sont arrivés, qui ont démontré par A plus B que c'est de leur autre activité qu'ils financent le peu d'étudiants, le manque à gagner sur la base des effectifs. On a pris ça en compte et on leur a dit, maintenant, avec votre plan stratégique de développement qui, c'est au bout de 6 ans ou 7 ans que vous allez avoir le plein régime, et avec l'apport extérieur, nous on vous donne tel nombre d'années, vous vous débrouillez pour vous stabiliser. Donc on n'a pas les yeux fermés, décidé de dire parce qu'il a 3, parce qu'il a 4, on le ferme. Pas du tout. Il y a un établissement privé d'enseignement supérieur. Suivez mon regard. Dont le promoteur a apporté les preuves de virement jusqu'à hauteur de 500 millions de nos francs CFA par an. Mais dont les effectifs ne sont pas aux normes que nous avons retenues. On a dit, mais... Et on connaît ce promoteur, on connaît la surface financière, on connaît ses autres œuvres. On a dit, oui, c'est crédible, on a vu les ordres de virement, on a vu les chèques, donc il y a apport extérieur. Mais il faut qu'à terme, l'établissement puisse s'autosuffire. Et on a donné 2 ans pour dire, au bout de 2 ans, au bout de cette période, tu dois pouvoir obtenir. Deuxième élément, c'est pourquoi je disais, vous n'avez pas l'information, tous ceux qui sont là, et si vous regardez les motifs ou les justificatifs, tout est mis. On ne peut pas comparer l'État au privé. Première chose, c'est des tests différents qui les régissent. Deuxième chose, c'est des conditions différentes qui président à leur fonctionnement. Lorsque vous allez vers l'État, presque tout est pris en charge par l'État. Et moi, je coordonne 2 masters. Mon université me dit, si tu n'as pas un nombre minimal, quand bien même c'est l'État qui paye, quand bien même c'est l'État qui a les locaux, quand bien même les salaires viennent de l'État, quand même tout est pris en charge par l'État, s'il n'y a pas un minimum, tu ne pourras pas ouvrir. Déjà dans le public. Et dans le privé, si on se permet cela, c'est ça qui donne la question des faux diplômes. C'est ça qui donne la question de la vente des diplômes. Et il ne vous échappera pas que, il y a 2 semaines, nous avons été assaillis par un pays voisin qui nous a montré que des diplômes se vendent à 300 000 naira, à 400 000 naira, ou à 1 million, ou à 2 millions. Parce qu'il faut qu'ils tiennent. Ce ne sont pas de la charité, ce ne sont pas des enfants de cœur. Si on ne fait pas ça, l'État sera le premier ami au banc des accusés à être accusé pour dire vous ne pouvez pas ne pas savoir que avec ce nombre-là, l'entreprise n'est pas viable et vous êtes tué. Qui nous apporte la preuve de financement extérieur et nous allons encadrer. Mais s'il n'y a pas la preuve de financement extérieur et que nos inspections révèlent qu'au lieu d'avoir un professionnel qui a 8 ans d'expérience, qui a 5 ans d'expérience, qui a 10 ans d'expérience, on va prendre quelqu'un qui a le master, quelqu'un qui a la licence, quelqu'un qui est mémorant, qui intervient dans un cours de master. Je pose 2 questions en un pour laisser Virgile continuer. On a lu devant certains établissements, si délocalisation échoue, oui, si fusion échoue. Oui. Quand on a cherché à comprendre un peu, certains, oui, selon certaines informations qu'on a reçues, oui, qui ont souhaité aller à la fusion ou qui, malgré eux, oui, veulent aller à la fusion, oui, se disent que même l'acte notarial qui doit consacrer cette fusion, il leur est demandé de ne pas trouver un notaire pour le faire. Pourquoi si délocalisation échoue, si fusion échoue aussi, qu'est-ce qui fonde cette fusion? Et quand plus tard, des personnes qui seront obligées de fusionner aujourd'hui auront des problèmes demain, ils vont se retrouver devant quel tribunal? Devant quelle modalité? J'ai toujours répondu en disant, nous sommes en face des établissements privés d'enseignement supérieur, qui ne sont pas des établissements commerciaux, qui ne sont pas des sociétés commerciales, pas philanthropiques non plus. Donc, il y a un régime précis qui les organise. Ce n'est pas arrêté qu'ils sont créés. Et c'est l'autre modalité qu'on a donnée pour qu'il n'y ait pas d'hécatombe. Lorsque 2, 3, 4 établissements sont dans le couloir de la mort et ont déjà fait des investissements et qui doivent nécessairement mourir parce qu'ils ont
10, 20, 22 et 11, s'ils se mettent ensemble, ils auront 50. Cette mise ensemble, personne ne leur a demandé de ne pas aller vers l'acte notarial. Je suis la porte d'entrée de cette discussion avec eux. Je dis ça se fait de deux manières, à deux niveaux. Le premier niveau, vous vous entendez entre vous sur la forme la plus viable pour vous, l'entente la plus solide, quelle que soit l'instance vers laquelle vous y allez pour sceller votre affaire. Mais une fois que vous la scellez, vous revenez, nous on vous prend à partir de zéro, exactement comme on prend un établissement privé d'enseignement supérieur, avec les mêmes conditions, avec le même arrêté. Il peut arriver que vous fusionnez pour donner une nouvelle entité. Vous donnez une nouvelle entité, nous regardons si ça correspond aux conditionnalités pour créer un établissement privé d'enseignement supérieur. Et là, on prend l'arrêté. Vous pouvez dire non, nous nous agglutinons autour d'un ancien qui est là. L'arrêté continue de fonctionner. Nous aménageons cet arrêté si entre-temps, ceux qui sont venus à vous, il y en a dont l'expérience de vie, la durée de vie est supérieure à celui pour lequel on a gardé le nom. Ce sont autant d'aménagements pour accompagner. Mais si quelqu'un vient vous dire, on a dit, pas d'acte notarié, pas ceci, pas cela, cherchez la bonne information. Tout ce qui sort de ce côté n'est pas vrai. Et ce que je viens de vous dire... C'est pourquoi on vous pose la question. Mais très bien, ce que je viens de vous dire... Il paraît qu'il y a une agence qui est là, qui a été mise en place pour les aider dans ce sens. Ah, je n'en sais absolument rien. Je n'en sais absolument rien. L'État n'a mis aucune agence en place. Je suis le premier, la porte d'entrée de toutes ces discussions, parce que les tests ont prévu qu'il y ait fusion. Maintenant, nous sommes en train de discuter, parce que rien ne se fait contre les établissements privés d'enseignement supérieur. J'ai déjà 3 gros dossiers presque mûrs de fusion sur ma table. Et une fois que toutes les conditions sont réunies, je présente le travail, les résultats du travail technique qui est fait à mon niveau à la commission, qui le présente au conseil, et après, l'autorité prend la décision. C'est la démarche qui est en cours. Ceux qui ont des intentions ont des problèmes. J'ai reçu encore hier, pas plus tard qu'hier, 6 promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur qui me disent bon, nous on a décidé de nous mettre ensemble, mais pendant que nous nous mettons ensemble, chacun va rester sur son site. On dit non, car cela n'était, on ne veut pas un syndicat de promoteurs. On veut une nouvelle entité plus forte que celle que nous avons aujourd'hui, dont la gouvernance pédagogique, dont la gouvernance administrative, dont la gouvernance financière, dont la gouvernance pédagogique est de normes, est capable de rassurer l'État pour qu'à partir de maintenant, l'État puisse se dire oui, je peux mettre de l'argent dans ces établissements privés. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que quand on met de l'argent public sans balayer, on aurait jeté de l'argent dans de la porcherie. C'est ce balayage que nous sommes en train de faire. Et je suis surpris lorsque, quand nous faisons des discussions libres, je n'ai pas entendu un seul citoyen, un seul béninois connaissant les réalités dire « Mais c'est là que vous faites là, c'est pas bien ». Tout le monde dit « Il y a des choses à faire dans ce secteur ». Mais si nous nous entendons, l'autre question qu'on soulève, qui est la question de la méthodologie, nous rentrons dans ça, on ne s'en sortira jamais. Et l'autre vous dira tout de suite, ah bon, c'est parce qu'il vous a donné de l'argent, c'est parce qu'il est du même parti que vous, c'est parce qu'il est de la même religion que vous, et moi n'ayant pas donné, n'étant pas du même parti, n'étant pas de la même religion, vous ne m'avez pas accordé ces choses. Lorsque nous trouvons des variables applicables à tout le monde, tous les citoyens étant égaux devant la loi, nous les appliquons. Mais quand nous ne trouvons pas, c'est le test qui est le seul qui nous réunit. Je ne sais pas si, Alphonse, vous avez de réactions. Non, moi, ce qui me tient à cœur, c'est qu'on aurait souhaité. Parce que quand on a dit 103, c'est normal qu'on s'inquiète. Absolument. Mais vous n'avez pas eu, n'eût été cette émission, on n'aurait pas su qu'il y a des établissements qui ont été fermés parce qu'ils sont restés, qu'on appelle, sans effectif. Désolé, non. Dans la liste que nous avons publiée, on a dit fermé au titre de 2018-2019, 2017-2018, fermé pour création retirée. On a fait tout ce distinguo avant de donner les chiffres 103. On n'est pas resté en l'air pour donner les chiffres 103. Professeur, j'ai suivi tout à l'heure l'explication. Donc, moi c'est bon d'assainir, mais il faut continuer l'assainissement. Et il faut désormais... Parce que quand j'ai parlé de cadre, personne ne fait du faux sans le soutien de quelqu'un dans le système. C'est vrai qu'il faut nettoyer, mais il faut que désormais, les cadres assument leurs responsabilités.
Parce que le promoteur, quand il vient avec de l'argent, hein, tout le monde ne résiste pas à l'enveloppe. Donc il faudrait que pour que cela ne se répète pas, une fois que le ménage a commencé, que l'on mette en place les dispositions qu'il faut pour que ça ne dégénère pas. Je vous rends responsable de vos paroles. Personne ne fait du faux sans l'accompagnement de cadre. C'est faux, c'est absolument faux que de le dire. Il peut y avoir des complicités. Je ne suis pas extrémiste. Mais dire que personne ne fait de faux sans l'accompagnement d'un cadre, vous avez trouvé ça où? Mais si les gens évoluent dans le faux, c'est qu'au niveau des ministères, ils ont des soutiens. Non, je suis désolé, ils n'ont pas évolué dans le fond en tant que tel. Nous étions dans un contexte qui est fait de lacisme. Donc, ils ont évolué selon un contexte. Et nous étions dans un contexte qui est fait de lacisme, qui est fait de non-respect des tests. Maintenant qu'on dit appliquons les tests, tout de suite, le génie béninois trouve à dire Ce qui étonne le béninois, c'est qu'au moment où vous parliez de laxisme, vous étiez responsable de la même structure. Et aujourd'hui, vous trouvez que les gens ont fait. Ça veut dire que quelque part, vous avez aussi fait preuve de laxisme, il faut le reconnaître. Il y a preuve de lacisme, mais c'est une réflexion de petite facture, en ce sens-là que moi, cadre, je suis à un niveau premier. Tout ce que je fais doit atterrir quelque part. Moi, cadre, je suis obligé de suivre les tests. Et quand je dis les contextes ont changé de 2015 à 2016, ce n'est plus les mêmes rigueurs, ce n'est plus les mêmes acteurs. Pourquoi voulez-vous, puisqu'il ne s'agit pas d'individus, il s'agit de système. Prenez l'individu le plus vertueux ou prenez l'individu le plus corrompu. Mettez-le dans un système rigoureux. Il est obligé d'être rigoureux. Prenez le plus vertueux. Laissez-le dans un système corrompu. Il va être corrompu. C'est de ça qu'il est question. Au lieu de dire vous étiez là hier, aujourd'hui vous êtes encore là. Si ça s'est passé. Non. C'est toute une démarche, c'est tout un changement de paradigme. Et quand le paradigme, on dit quand le rythme change, les pas de danse doivent aussi changer. Moi, je ne dirais pas comme vous, professeur Dodia Mouzovi, que quand le vertueux rentre dans le système corrompu, il devient automatiquement corrompu. Il a une personnalité. Le vertueux, quand il rentre dans un système corrompu, constate que le système est corrompu, il se dégage, il laisse le système continuer pour ne pas porter avec ce système ses responsabilités plus tard. C'est vrai. Je suis d'accord, mais s'il décide de rester, c'est une question de système, c'est pas une question d'individu. Il n'est pas forcé de rester dans le système, il peut sortir. Personne ne lui dit de rester. J'ai dit s'il reste et que le système est corrompu, il est corrompu. C'est heureux qu'aujourd'hui, qu'on dise que nous sommes dans un état de droit, que je relativise d'ailleurs, parce que sur d'autres questions, ou bien des questions, ce gouvernement, en matière de respect de l'état de droit, ce n'est pas l'exemple parfait. Nous sommes dans les établissements privés d'enseignement supérieur, restons-y. Je suis d'accord avec vous. Je suis technicien. Vous ne pouvez pas me prendre. Je ne veux pas vous sortir de là. Non, je ne vous sors pas de là. Vous ne pouvez pas me prendre sur un défaut de l'application des tests. Et même les critères que nous avons retenus pour refuser, ils sont tous inspirés des tests. Donnez-moi un seul critère qui est là, qui est contre-sens ou qui est contre-test. Non, mais votre système est inscrit dans un système global, comme vous avez dit, le contexte. L'état de droit, ce n'est pas qu'au niveau du... Je vais vous faire un petit cours de sociologie quand nous ne sommes pas en salle de sociologie. Malheureusement, à la fin de l'émission. Ah non, on doit le faire. Mon système est dans un système global. Je suis donc un sous-système. Voilà. Et toutes les théories des systèmes sociaux démontrent à foison que avant de faire fonctionner le système social en entier, il faut que le sous-système fonctionne bien. Donc si le sous-système des épaisses fonctionne bien, il n'y a pas de raison qu'en allant vers le sous-système médical, qu'en allant vers le sous-système religieux ou juridique, qui fonctionne aussi bien que le système ne fonctionne pas bien. Donc c'est des briques, nous sommes à la fin de pour monter le une dernière question. Vous constatez avec moi. Je le conseille parce que comme il a dit, il y a des exemples sur lesquels une dernière question. Ce gouvernement n'est pas un état de droit. Les établissements récalés ont une semaine pour signifier leur réclamation. Ça prend fin quand? Nous avions dit, ça prend fin des notifications. Et les derniers qui sont venus chercher leur notification le jeudi. Donc le jeudi prochain, en principe, nous finirons avec ça. Et là encore, il faut saluer la bonhomie de l'État. Puisque le 21, tout le monde connaît ces résultats. Mais nous avions dit, dès que nous vous notifions ça et vous venez chercher la direction générale, ça court une semaine. Donc, ils ont une semaine pour réclamer. Merci à vous. Vous avez aussi promis, s'il y a d'autres acteurs qui voudraient bien venir en contradiction au directeur. Je n'ai pas promis, je suis demandeur. C'est encore plus soigné. Merci en tout cas à vous d'être passé
professeur Doudi Amouzovi. Merci à chacun, merci à tous d'avoir été là avec Edgar Yakadia, la technique. On se retrouve encore demain pour l'intégrale. Avec moi